Bonjour tout le monde, Mathieu Bergeron en présence de son nouveau micro parce que je me suis rendu compte que le micro de mon ordinateur faisait un bruit d'enfer. Nous sommes donc tous deux avec vous pour présenter la méthode SplitHalf pour la validité interne des outils de collecte de données. Voici donc un plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc on va commencer par faire un petit retour sur le concept de validité interne des données. Ensuite, un retour sur l'alpha de Cronbach que nous avons vu en classe. On bifurquera ensuite vers la méthode SplitHalf avec ses buts et ses composantes. Un exemple sur SPSS de comment établir la méthode SplitHalf. Ensuite, une étude issue du milieu de l'éducation qui utilise la méthode SplitHalf, et enfin le traditionnel clin d'œil culturel qui nous attendra pour clôturer la leçon. Validité interne, mais qu'est-ce? Qu'est-ce que la validité interne? C'est l'indicateur qui évalue la fiabilité ou la certitude des conclusions internes. C'est également donc les résultats obtenus grâce à une analyse statistique qui est toutefois à ne pas confondre avec la généralisation des résultats qui, elle, est plutôt la fiabilité externe des résultats. Plus la validité interne est grande, plus la fiabilité d'une corrélation ou de son absence de corrélation est grande. On cherche donc à observer la corrélation de différents items entre eux et leur corrélation avec une note totale donc qu'ils fournissent. Autrement dit, on cherche à voir l'homogénéité des éléments dans l'échelle de mesure. Pour illustrer cela, j'essaie d'imager avec des citations les deux concepts. La fiabilité externe nous dit waouh, la corrélation est super forte, il y a un effet net entre deux variables. Toutefois, la fiabilité interne des données nous dit ça ne sert pas à grand chose si l'outil de collecte de données ne rejoint pas un seuil minimal de fiabilité. Alors, qu'a-t-on vu en classe? Nous avons vu l'alpha de Cronbach, qui est l'équivalent mathématique de l'estimé split-half moyen de tous les estimés split-half possibles. Une échelle donc qu'on évalue avec l'alpha de Cronbach doit mesurer un construit qui est unidimensionnel, c'est-à-dire qui est uni donc par une même dimension. Pardonnez-moi la tautologie. Mais si c'est multidimensionnel, par exemple, si on a, disons, la performance dans les technologies de l'information et de communication et la progression, qui sont deux concepts fondamentalement différents, on doit donc regrouper et séparer les éléments en fonction de ce qu'on mesure et refaire le calcul de l'indice alpha pour chaque ensemble d'éléments. Tout cela nous amène à voir comment agit le split half qu'on retrouve donc tel que vu dans le premier point au cœur de l'alpha de Cronbach. La méthode split half, qui est aussi appelée méthode de bisection, implique qu'on sépare aléatoirement des éléments en deux groupes qui contiennent un même nombre d'éléments, advenant que les deux groupes soient de nombre d'éléments différents. Ce qui va se passer, c'est que un des items sera dupliqué et inclus dans l'autre groupe de manière à avoir deux groupes équivalents. Toutefois, lorsqu'on procédera à la lecture des résultats, on devra procéder par une lecture de nombre d'items inégaux. On calcule ensuite le score partiel, donc chaque moitié euh, des tests vont nous donner un score lorsqu'on additionne les résultats obtenus à chaque item pour chaque sujet. Et ensuite, on calcule la corrélation entre les deux scores partiels. Exemple d'items qu'on pourrait retrouver. Donc ici, on voit 6 différents items. Sous la colonne H, on a fait la moyenne des résultats obtenus aux items 1, 2 et 3. Sous la colonne I, on a obtenu la moyenne des items 4, 5 et 6. Et on cherche ainsi à voir la corrélation entre la moyenne des résultats pour les items 1, 2 et 3, la moyenne des résultats entre les items 4, 5 et 6, et voir comment ces deux moyennes corrèlent entre elles. Advenant que la corrélation est suffisante, on parlera donc de résultats qui sont homogènes parmi nos items. Comment faire la méthode split-half? Donc, au risque de me répéter, on sépare aléatoirement des éléments en deux groupes qui contiennent le même nombre d'éléments. Par exemple, si on a 20 éléments, on pourrait faire tous les items
pair, donc 1, 3, 5, 7, etc. Et tous les systèmes, pardon, pair étant 2, 4, 6, 8 et impair étant 1, 3, 5, 7, etc. jusqu'au 20e. Le test doit obligatoirement être effectué sur un même groupe de sujets qui doit répondre donc aux deux moitiés dans une même séquence. Les tests doivent également porter sur des catégories uniques telles que je l'ai dit précédemment. Autrement, on sépare les catégories et on effectue des tests distincts. Si par exemple, j'ai un outil de collecte de données qui implique la performance numérique et la motivation extrinsèque, je ne peux simplement glisser tous ces systèmes-là ensemble. Pour reprendre une métaphore alimentaire, si je veux m'assurer de la validité de la collecte de données sur des pommes, je ne peux inclure des éléments de collecte de données d'orange à l'intérieur de ça, sans quoi ça va littéralement contaminer l'ensemble de mes données. On doit aussi, comme dans le cas de l'alpha de Cronbach, vérifier les corrélations et s'assurer qu'elles vont toutes dans le même sens. Autrement, un logiciel tel que SPSS ne sera pas capable de traiter la commande. Comme dans le cas de l'alpha de Cronbach, on a un objectif cible qui est de 0.7 pour assurer donc la validité interne de nos données. Comment est-ce que cela s'illustre sur SPSS? Alors, nous avons ici des données que j'ai reprises du devoir 5 qui nous demandait donc de voir je pense que c'était la performance avec les tics justement. J'ai moi-même créé de nouvelles catégories pour assurer la corrélation à l'intérieur de mes systèmes. Comme pour l'alpha de Cronbach, on va aller analyser des échelles de fiabilité. Et ça nous donnera donc cette boîte. Voilà. Alors ici, nous voyons donc les 9 items qui ont été glissés dans les systèmes. On cherche l'alpha de Cronbach. Voilà. Ce que ça va nous donner comme résultat est le suivant. Donc, cette boîte-ci, avec laquelle nous sommes familiers, l'alpha de Cronbach de 0.868 pour nos 9 items. On voit ici, dans notre deuxième tableau, que l'item fréquence, si on le supprime, nous donne un meilleur alpha de Cronbach. Donc ça sera à garder en tête. Ensuite, pour procéder au test de... je pense que je me suis trompé. Donc, je reprends ce que j'ai dit plus tôt. Ce que j'illustrais, c'est que, donc, on a ici notre alpha de Cronbach, nos 9 items, 0.868, et ici, avec les items si supprimés, on voit que si on supprime la fréquence, on obtient un meilleur alpha de Cronbach de 0.001 supérieur. Alors, je reviens ensuite à mes données. Si je veux procéder à un test donc de split half, c'est la même chose. Encore une fois, on va aller dans analyse de fiabilité. Ça nous donnera cette boîte-ci. Et ici, donc, on voit sous les différents modèles choisir split half, ce qui nous donnera ce type de boîte plutôt. Donc, on a ici les corrélations entre les deux différents groupes d'items. La corrélation de Spearman-Brown et la corrélation de Gutmann sont très très proches l'une et l'autre. Étant donné qu'on a un groupe de 5 items et un groupe de 4 items, on devra prendre le unequal length qui est ici donc de 0.878. Et ce que je disais tantôt sur les items qui seront dupliqués, on voit ici que c'est vidéo 2 qui aura été repris dans les deux pour qu'il y ait des groupes égaux. Cependant, jamais de nouvelles variables va être incluse dans le traitement des données. Ensuite, si par exemple on éliminait la fréquence telle que mentionnée précédemment, j'ai déjà fait l'ensemble du processus et ça nous donnerait un nouveau tableau tel que le suivant. Donc juste ici, et on voit que
notre partie 2 dans laquelle se retrouver à la fréquence augmente son coefficient de manière quand même significative de comme plus 0.08. Donc ici et ici. Dans les deux cas cependant, on reste avec des coefficients de significativité donc, qui sont largement supérieurs à 0.7. Poursuivons donc. Ici, c'était l'illustration pour si j'enlève la fréquence, que se passe-t-il? Et enfin, exemple issu du domaine de l'éducation, j'ai trouvé en ligne un article qui a été fait en Italie par Pier Giorgio Mossi et d'autres participants sur donc la motivation, la satisfaction, pardon, des parents vis-à-vis l'école, qui étaient donc des données qui manquaient. Et ce groupe de chercheurs a donc dû créer littéralement un nouvel outil de collecte de données qui ont appelé le CASUS, qui est donc le questionnaire pour l'analyse de la satisfaction des usagers de l'école. Littéralement, leur premier objectif de recherche était que leur outil de questionnaire prouve qu'il est donc d'un bon niveau de fiabilité, qu'il puisse donc ensuite être repris. Je vous ai ensuite mis un exemple de l'échantillon. Donc, eux, ils ont un N de 2802 sujets répartis sur 9 écoles différentes, principalement toutes en Italie. Ils ont aussi répertorié donc le genre et l'âge de leurs sujets. À partir de cela, quels éléments retient-on? On sait qu'on a donc une grande catégorie qui est celle de la satisfaction. Ensuite, que cette catégorie peut être divisée, elle, en sous-catégories qui seront soumises à une analyse de fiabilité, mais qu'on peut identifier par des analyses factorielles. Ensuite, la conception est la suivante. Si les parents sont généralement satisfaits de l'école, les items devraient les mener à répondre qu'ils sont satisfaits. Autrement dit, si on randomise les résultats relatifs à leur satisfaction, les résultats des split half, donc des moitiés des participants, devraient corréler entre elles. Une moitié de quelqu'un de très satisfait devrait corréler avec l'autre moitié sur sa satisfaction. Exemple d'items, donc on a ici des dimensions globales de l'éducation, l'équipement, donc la satisfaction par rapport aux conditions matérielles, et des items tels que la crédibilité des résultats qui ont été réussis par l'étudiant, la promotion des valeurs éducatives, et ainsi de suite. Comment les chercheurs arrivent-ils donc à analyser la fiabilité? Littéralement en se basant sur les mêmes indices que nous, c'est-à-dire le coefficient de Gottman par rapport au split half, qui est ici de 0.863, le coefficient de Spearman-Brown pour des groupes inégaux, donc qui ont des valeurs différentes, qui ne sont pas égaux, donc probablement que la division des deux groupes a été faite sur un chiffre impair, qui est ici donc encore de 0.863, un alpha de Cronbach de 0.948. Ils ont ensuite procédé à la même analyse de split half sur les 6 différentes sous-catégories qu'ils avaient identifiées. Il se trouve que donc leurs coefficients sont tous au-dessus de 0.8, sauf dans deux cas, celui de l'educational effectiveness et celui de la flexibility, mais quand même dans tous ces cas, ils sont quand même au-dessus du seuil de 0.7. Comment cela est-il représenté dans un tableau? De cette manière. Alors on retrouve ici donc trié l'ensemble des items, l'ensemble des items des 35, les différentes sous-catégories, et ici on retrouve les résultats au test de Gottman, de Spearman-Brown, l'alpha de Cronbach, le seuil de significativité de l'alpha de Cronbach qui est toujours inférieur donc au 0.05 qu'on avait également fixé en classe. Et ici on remarque que tout est supérieur à 0.7. Que peut-on conclure donc sur cette étude? Que l'outil en question, étant donné que les tests split half sont au-dessus du seuil, que l'outil est fiable et qu'en utilisant cet outil, les corrélations ou l'absence de corrélation qu'on obtiendra seront des données valides. Pour résumer,
Lorsqu'on crée un outil de collecte de données, comme ce sera peut-être le cas pour certains d'entre nous, on doit s'assurer de la fiabilité interne de l'outil. Pour ce faire, une manière, c'est de passer par l'outil SplitAF, conjointement avec l'alpha de Cronbach. On vise toujours notre seuil pour affirmer la fiabilité de l'outil de collecte de données. Et à partir d'une lecture croisée des résultats de nos tests et de l'alpha, on peut éliminer des systèmes qui seraient superflus et qui augmenteraient la fiabilité de notre outil. Avant de clôturer cette présentation, j'aimerais faire un petit clin d'œil culturel, donc, étant donné que nous sommes le 10 décembre, sachez que le 10 décembre 1815 naissait Madame Ada Lovelace, qui était, pour les férus de culture anglaise, fille de Lord Byron, un touche-à-tout scientifique, philosophe, homme de lettres anglais. Sachez que Ada Lovelace est la première personne qui a réalisé un programme informatique à partir de ses travaux sur la machine analytique de Charles Babbage. Et je me suis dit que comme on travaille depuis le début de la session sur des ordinateurs et avec des programmes, c'était de bon ton de rendre un petit hommage à Madame Lovelace pour avoir été une pionnière en la matière. Alors ça conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à tous et à toutes un excellent temps des fêtes et une bonne fin de session.